Vous la connaissez sûrement comme ça. La Birkenstock, c'est la sandale de cet Allemand que vous avez forcément déjà vu à la plage, mais Birkenstock, c'est aussi ça. Oui, c'est bien une collab avec Dior. On en était très loin, il y a 250 ans, quand tout a commencé dans un petit atelier de cordonnerie au fin fond de la Saxe. Mais Birkenstock s'est réinventé pour passer d'une semelle orthopédique révolutionnaire à une sandale fashion et finalement un classique des dressings. Et ça n'a pas été simple, parce que 250 ans, c'est long. Très long, et il y a eu des échecs et des disputes qui ont déchiré la famille jusqu'à ce que tout bascule autour d'une bière dans un chalet autrichien. Depuis, la marque est devenue un géant, valorisé à plus de 9 milliards de dollars, grâce à sa recette aussi simple que géniale, une semelle confortable, 2 bandes et une boucle. Depuis que vous avez lancé cette vidéo, Birkenstock a vendu plus de 50 paires dans le monde. La marque est en croissance de 20% chaque année et elle est tellement à la mode que même Margot Robbie dans le blockbuster Barbie en porte. Alors, comment cette marque est-elle passée de ringarde à iconique ? Comment un homme que vous connaissez tous, Bernard Arnault, a contribué à en faire un empire ? Pour le comprendre, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'incroyable ascension de Birkenstock. L'histoire commence en 1774 dans la campagne de Francfort. On est à Langenbergheim, un petit village assez anonyme en Allemagne, où Johannes Birkenstock ouvre une boutique de cordonnerie. Vous l'aurez compris, il ne s'est pas cassé la tête pour le nom puisqu'il met directement le sien. Bon, pour être honnête, pendant plus d'un siècle, il ne se passe pas grand-chose. C'est juste un cordonnier classique qui répare et fabrique des sabots. Mais Johannes a au moins le mérite d'avoir lancé la marque et l'entreprise familiale qui en est aujourd'hui à sa 7e génération. Celui qui va révolutionner Birkenstock, c'est son arrière-petit-fils, Konrad, qui est littéralement passionné par le pied. Faut croire que ça existe. Et qui décide en 1896 de déménager dans la grande ville du coin, à Francfort. Là-bas, il y ouvre un atelier et surtout, il développe quelque chose de révolutionnaire pour l'époque, une semelle souple. Alors je sais bien, il n'y a pas de quoi nous faire rêver aujourd'hui, mais laissez-moi vous remettre dans le contexte de l'époque. Ça fait à peine quelques années qu'un Français a démocratisé l'usage de chaussures différentes pour le pied gauche et le pied droit, et les semelles sont encore en métal rigide. Alors quand Birkenstock propose des semelles souples, en cuir et différentes pour le pied gauche et le droit, forcément c'est un confort de dingue. Konrad va appeler ça le Fußbett, littéralement le lit de pied, parce que les orteils ont un matelas dessous. C'est une révolution à l'époque. Et pour protéger son invention, il dépose un brevet encore utilisé dans les sandales 130 ans plus tard. Les années qui suivent, l'entreprise se développe doucement, mais sûrement. On fait un nouveau saut dans le temps. À la fin des années 30, Konrad a passé la main à son fils Karl et l'entreprise a une vingtaine d'employés. C'est encore une marque assez niche puisqu'elle ne fait pas de chaussures, mais pour l'instant que des semelles orthopédiques. Elle a quand même une petite réputation puisqu'elle a aidé pas mal de rescapés de la Première Guerre mondiale à diminuer leur douleur au dos et aux pieds grâce à son fameux lit de pied. Même chose avec la Seconde Guerre mondiale, où Birkenstock a doublé sa production face à l'explosion de la demande pour les semelles orthopédiques. Mais pour l'anecdote, Karl ne visait à l'origine pas que les rescapés. Il voulait toucher le marché des SS et il a même tenté de rejoindre le régime totalitaire, mais il s'est fait recaler à l'entrée. Évidemment, la marque enjolive ce passage de l'histoire, mais dans tous les cas, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Birkenstock est prête à développer ses propres chaussures. Et il faut savoir que Karl a cette ambition depuis des années. Il veut trouver la chaussure parfaite selon lui. Mais il n'y arrive jamais et doit abandonner quand il passe la main au début des années 60 à son fils Karl avec un K. Lui est beaucoup plus pragmatique et il a une idée basique mais géniale. Il part d'un constat simple. Avec son lit de pied, Birkenstock a la meilleure semelle du monde, mais personne ne peut la voir. Alors il décide juste de la sortir de la chaussure et d'ajouter une boucle sur le dessus. On est en 1963 et c'est la sortie de la Madrid qui a déjà un cale-orteil et un talon renforcé pour un confort maximal. Ça y est, Birkenstock n'est plus juste un fabricant de semelles, il fait enfin ses propres chaussures et peut se mesurer au plus grand. Enfin, on va rester mesuré parce que le succès est très mitigé. Les Allemands ne sont pas du tout convaincus par le style de la chaussure. En fait, ils la trouvent beaucoup trop simpliste par rapport à ce qui se faisait à l'époque. En même temps, la mode des 60s, c'est plus des souliers italiens que des sandales, les orteils à l'air. Mais c'est pas parce que ça marche pas une première fois que Karl se décourage. Il sort dans la foulée la Zurich, la Roma et teste des choses avec la Athènes. Mais les capitales européennes ne lui réussissent pas trop. Le vrai carton se fera avec un État américain. En 1973, il sort la Arizona. A priori, elle n'a pas
grand chose de plus que les beats d'avant, à part une deuxième bande. Et pourtant, sans qu'on se l'explique, c'est un carton. C'est elle qui propulse Birkenstock et qui est d'ailleurs encore aujourd'hui le modèle le plus vendu de la marque. Et surtout, la Haten va lancer Birkenstock sur un immense marché, les États-Unis. Derrière cette conquête du marché américain, il y a cette femme, Margot Fraser, une couturière née en Allemagne qui a monté sa boîte en Californie et qui revient dans son pays d'origine pour quelques semaines. Et pendant une séance de spa, on lui prête une paire de Birkenstock pour soulager ses maux de dos et de pied. En quelques jours, le lit de pied fait son effet et Fraser n'a plus mal. Elle devient complètement fan de la marque et décide de les emporter avec elle pour les vendre sur le marché américain. On va pas se mentir, ça marche pas trop au début, et l'américain moyen n'est pas fan de ces sandales allemandes. Sauf que si vous avez bien suivi, on est au début des années 70, et le mouvement hippie prend de l'ampleur. Et quand il découvre la Birk, il l'adopte en masse. C'est confort, ça refuse les codes du chic, et c'est un produit de qualité et de fabrication artisanale. Bref, c'est un peu considéré comme l'objet anticapitaliste. La preuve, à l'époque, on n'en trouve pas dans les magasins de chaussures qui n'en veulent pas, mais dans des épiceries bio et sur les marchés en campagne. Le problème, c'est que le mouvement s'essouffle et la mode change dans les années 80. C'est l'époque du power dressing où le tailleur est beaucoup plus à la mode que les sandales ouvertes. Mais Birkenstock n'est pas menacé pour autant, puisque c'est géré à l'allemande. En clair, on met de côté les bonnes années pour piocher dedans quand c'est plus compliqué. Pour Birkenstock, il n'y a pas de petites économies d'ailleurs, et cette mentalité est héritée de son dirigeant. Karl fait par exemple prendre des bains à ses enfants dans la même eau. Il se fâche aussi avec ses ouvriers quand ils lui réclament des augmentations et veulent participer aux décisions. Il ira même jusqu'à traiter des représentants de lépreux. Oui, il est un peu à cran le Karl. Heureusement, 20 ans après l'entrepreneuse californienne, un nouvel allié improbable arrive et Birkenstock revient dans le game grâce à la mode. La première à oser s'afficher avec la sandale, c'est une jeune brindille d'à peine 16 ans. Elle s'appelle Kate Moss et en 1990, elle a des Birk aux pieds quand elle fait la une du magazine The Face. Et vous savez quoi? C'est le magazine qui a la réputation de prédire les tendances de la mode. Et là, c'est l'effet boule de neige. Naomi Campbell en porte à son tour, Marc Jacobs suit la tendance pendant la Fashion Week, et la sandale débarque même dans les défilés Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier. La chaussure rejetée pendant des décennies devient en quelques années fashion, et forcément, c'est bon pour les affaires. Les chiffres restent secrets, mais les investissements ne mentent pas. Birkenstock ne tient plus la cadence face à la demande et doit ouvrir de nouvelles usines. Et puisque Karl est fidèle à la Deutsche Qualität, il préfère retaper 3 entrepôts dans l'ex-RFA que délocaliser. Et ça y est, après plus de 2 siècles d'existence, Birkenstock est enfin lancé dans la production industrielle de masse. Mais vous l'avez compris, rien n'est jamais facile pour l'entreprise. Au début des années 2000, le problème est plus profond. La famille se déchire. Alors, juste avant de vous parler de l'homme qui a redressé la barre, si vous en êtes là, c'est que la vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément pour produire ces vidéos. Un grand merci pour ça, et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'Actionnaire, c'est avant tout une newsletter quotidienne, gratuite, lue par plus de 80 000 personnes. Tous les matins, du lundi au vendredi, vous recevez un petit récap de l'actu éco et financière. C'est accessible, c'est facile à lire en 5 minutes et ça vous donne une vraie longueur d'avance et une compréhension sur les sujets ultra importants. Passez par le lien en description pour vous abonner. Alors vous le verrez, vous ne le regretterez pas et de toute façon, vous pourrez vous désabonner. Bref, on en revient à notre sauveur. Karl a passé le relais à ses 3 fils, Stéphane, Alex et Christian. Et le problème, c'est qu'ils ne se supportent pas et chacun fait ses projets de son côté. Stéphane fait des chaussures plastiques un peu cheap, Alex fait des sandales un peu plus artistiques, et Christian hésite encore à lancer sa propre marque. Bref, il n'y a aucune ligne directrice. Il faut donc un homme de poigne pour remettre de l'ordre dans tout ça, et c'est là qu'arrive celui qui a fait exploser Birkenstock et en est toujours le PDG, Olivier Reichart. C'est Christian qu'il rencontre en 2009, pendant ses vacances, dans une résidence de chalet de luxe dans les montagnes autrichiennes. À l'époque, les ventes de Birkenstock stagnent et la marque n'arrive pas à se renouveler. Pour Reichart non plus, d'ailleurs c'est pas la joie, il vient de se faire virer de son poste de rédacteur en chef d'une grande chaîne de télé allemande. Bref, lui et Christian sont pas dans la forme de leur vie quand ils décident de faire un petit apéro entre voisins. Très vite, Reichart explique qu'il est fan de Birkenstock. Depuis son adolescence, il ne porte que ça en été parce qu'il a des trop grands pieds pour les autres marques. Puis ils reprennent une bière et le courant passe très bien. Très bien, à tel point que Christian propose à son voisin de devenir consultant de la marque. Proposition acceptée, et voilà comment un apéro et 4 bières vont changer le destin
de Birkenstock. Parce qu'il faut savoir que très vite, Richard prend de l'importance. Il devient rapidement directeur général et se met sur le chantier le plus important, résoudre le conflit entre les frères Birkenstock. Il y arrive en 2011 quand il convainc Stéphane de vendre ses parts pour 100 millions d'euros. 2 ans plus tard, il est nommé co-CEO en compagnie de Markus Bernsberg, un manager assez discret, mais qui a l'avantage d'avoir quand même 20 ans d'expérience dans le métier de la chaussure. Pour la première fois en 240 ans, Birkenstock n'est plus dirigé par la famille fondatrice, mais en fait c'est pas plus mal d'avoir un œil nouveau, puisque ça permet de lancer des changements. Beaucoup de changements. Richard unifie la production, qui était éparpillée entre les projets individuels des frères. Il réduit aussi les contrats avec des grossistes pour faire plus de ventes directes et gagner en rentabilité. Il en profite pour refaire tout le système de livraison et réduit les délais de 2 semaines à 2 jours. Il va revoir complètement le marketing en insistant sur le côté écologique et responsable de la marque. Il faut savoir que Birkenstock fait des spots pour montrer qu'elle écorce les arbres au lieu de les abattre pour pouvoir les réutiliser et limiter la déforestation. Alors je sais, ça peut paraître logique, mais c'est la seule à le faire à ce moment. Et les sandales font même le buzz en 2017, quand la marque refuse de les vendre sur Amazon à cause des contrefaçons. Alors c'est vrai, ça fait beaucoup de mesures, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, en seulement 10 ans, la production de Birkenstock a été multipliée par 6. En 2019, elle aurait vendu 25 millions de paires pour 720 millions d'euros. Et grâce à sa com, on ne parle plus de sandalettes, mais d'un outil fashion et durable que Katy Perry ou Britney Spears peuvent porter. Elle arrive même aux Oscars quand Frances McDormand va chercher sa récompense de meilleure actrice avec des Birk aux pieds. Alors arrive le Covid et le télétravail. Les gens veulent être à l'aise chez eux et ils pensent tous au Birkenstock. La demande est telle que la production ne suit plus et il faut racheter une usine en urgence. Il y a même un marché parallèle de revente et Birkenstock devient la 3e marque la plus échangée sur StockX, cette plateforme de revente de sneakers. Et forcément, tout ce potentiel, ça attire les investisseurs. Et parmi eux, il y a un homme que vous connaissez tous. On est en 2020 et Birkenstock continue de grandir. La marque vient de finir l'année avec 130 millions d'euros de bénéfices grâce à des marges à presque 60% sur chaque paire. C'est absolument énorme. Pour vous donner une idée, Nike fait à peine 40% avec une production en Asie, alors que Birkenstock produit tout en Allemagne. Tout ça, c'est possible grâce à sa gestion parfaite de la ligne de production, mais surtout à la simplicité de son produit. Il faut savoir que chaque paire est vérifiée plus de 100 fois pour être parfaite, mais finalement, ça ne reste qu'une semelle de liège avec 1 ou 2 bandes de cuir, donc rien d'inaccessible. On est donc en 2020 et Christian et Alex ont un rêve très simple, devenir milliardaires. Dans leur fameux chalet autrichien, ils deviennent un peu jaloux de leurs voisins. C'est la famille Deere qui vient de vendre l'entreprise familiale de tracteurs pour plus de 5 milliards. Et forcément, les 2 frères Birkenstock se demandent « et pourquoi pas nous ?» Alors ils discutent avec CVC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus gros fonds d'investissement du monde qui a par exemple détenu la F1. D'ailleurs, on en a fait une vidéo que vous pouvez voir juste là. Bref, CVC adore la marque, son côté écolo, son mix chic-confort et surtout son potentiel puisqu'elle n'exporte presque pas en Asie. Un accord est signé en décembre 2020 pour une vente autour de 4 milliards de dollars. Et d'un coup, plus de news. CVC attend des documents, mais c'est écran noir chez Birkenstock pendant plusieurs semaines. En fait, Richard discute en secret avec L. Catterton, le fonds d'investissement de la famille Arnault pour les marques qui se tournent plus vers la masse que le luxe. Le fonds est conquis par la marque, et ça arrange bien Richard, qui avait entendu dire que si CVC reprenait la marque, il se ferait remplacer. Alors il signe avec L. Catterton, qui veut le garder, et la galaxie Arnault prend le contrôle de la majorité de Birkenstock pour 4 milliards de dollars. Eh bien, justement, Alex et Christian ont réussi leur coup à ce moment-là, ils ont récupéré plus de 3 milliards dans la vente et peuvent enfin se comparer à leurs voisins. Et pour la première fois, la marque n'appartient plus à des descendants de Johannes. Ce changement a forcément quelques impacts sur la marque. Elle augmente ses prix avec des entrées de gamme à 45 € au lieu de 30. Elle limite aussi sa production pour créer de la rareté, ce qui agace un petit peu les fans de la marque. Parce que oui, la demande ne faiblit pas et les acheteurs reviennent. Chaque client a en moyenne 3 à 4 paires différentes. Avec l'aide de la famille Arnault, Birkenstock en profite pour ouvrir une 50aine de boutiques et passe encore moins par les grossistes. Elle arrive aussi en Asie, où elle fait aujourd'hui 10% de son chiffre d'affaires, contre moins de 1% à l'époque. Et elle se diversifie en faisant des chaussures d'hiver, mais Birkenstock ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il est temps
de se développer encore plus en entrant en bourse. L'introduction se fait le 10 octobre 2023 et tous les signaux sont au vert. La marque a engrangé 207 millions d'euros de bénéfices pour 1,5 milliard d'euros de ventes, c'est 20% de plus que l'année précédente et la croissance, encore une fois, ne ralentit pas. Forcément, les investisseurs sont convaincus, mais la marque ne peut pas contrôler l'actualité géopolitique. 3 jours plus tôt, le conflit entre Israël et le Hamas a repris, ce qui a lancé une panique sur les marchés. Résultat, son action chute de 13% dès les premiers jours et Birkenstock s'offre simplement la pire introduction à Wall Street en 2 ans. Il y a de quoi être dégoûté quand on est aussi rentable. Mais bon, elle est quand même valorisée à 8,6 milliards de dollars aujourd'hui, plus de double de son prix 2 ans plus tôt. Et depuis, elle a bien rebondi en reprenant 35% de sa valeur sur les marchés. De manière générale, Birkenstock, c'est une entreprise qui va très bien aujourd'hui. Elle séduit tout le monde, les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, et elle s'exporte enfin sur tous les continents. Elle a une croissance à plus de 20% chaque année et elle prévoit de rester sur cette ligne en 2025. Surtout, la Birkenstock n'est plus réservée aux Allemands et aux hippies et est même devenue un vrai objet de pop culture. Au fil de ses 250 ans d'histoire, la marque a prouvé qu'avec un produit de bonne qualité, beaucoup d'obstination et une bonne communication, on peut devenir un empire en partant de très loin. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci à tous de l'avoir regardée. En tout cas, vous le savez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve pour de prochaines vidéos business, et d'ici là, à bientôt.